Octopodcast, maintenant David, créateur de Bug, va nous parler d'une mésaventure que tu as eue avec le financement participatif, le crowdfunding, et raconte-nous ça. Oui, alors pour rappeler à nos auditeurs ce que c'est le crowdfunding, l'idée c'est que dès que vous avez une idée, quelle qu'elle soit, ça peut être une idée artistique, par exemple vous voulez financer un dessin animé que vous voulez faire, ou vous avez eu une idée d'une bidouille, par exemple, il y a beaucoup de choses qui existent dans le domaine de la photographie notamment, et vous n'avez pas les moyens de financer cette idée, eh bien vous faites appel à la solidarité collective, et donc vous allez sur certaines plateformes comme Kickstarter, Indiegogo, etc. et vous exposez votre projet. Et ensuite, vous proposez aux gens de contribuer. Alors là, il y a plusieurs modes. Financièrement. Financièrement, oui. Oui, c'est toujours une contribution financière. Donc, dans le cas de sponsoring, c'est vraiment du sponsoring tel qu'il le sens premier, dans la mesure où la personne qui propose cette idée ne vous doit aucune contrepartie. Donc, ça se conçoit très bien dans le cas du financement, par exemple, d'une opération d'un voyage ou même parfois d'une opération caritative ou autre. Ou alors, quand vous voulez financer un dessin animé, un film ou autre, on peut très bien comprendre qu'il n'y ait pas de... on veut quand même le dessin animé, quoi. Voilà, on s'attend à voir le dessin animé. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est sur un domaine qui est un peu plus gênant, c'est celui justement du domaine, on va dire, du réel, où vous financez, par exemple, moi, ce que c'était une tablette sous un OS alternatif, Selfish OS, qui est fait par la société finlandaise Jolla, où ce sont des anciens de Nokia qui ont quitté Nokia en 2011-2012 et qui ont créé cette entreprise. Et donc, ils ont fait un appel à contribution, il y a de ça un peu plus d'un an. Eux, ce qu'ils disaient, c'était que en échange de notre contribution, on aurait une tablette sous Selfish OS à disposition. Là où il faut bien comprendre le problème du financement participatif, c'est justement dans ce cas-là. C'est que vous avez une entreprise qui demande une contribution financière, mais le risque est porté uniquement par le contributeur. C'est-à-dire que si l'entreprise ne fournit pas le bien, eh bien le contributeur perd son argent. Et si l'entreprise reçoit un succès monstre et se développe puissance 10, puissance 100, le contributeur ne reçoit que la contrepartie à laquelle l'entreprise s'est engagée. C'est du préachat. Voilà, c'est vraiment du préachat. Exactement. En portant un risque important, quoi. Voilà, c'est du préachat. Donc vous avez l'inconvénient en fait de l'investisseur qui achète des actions sur un marché hyper volatile et avec peu d'avantages parce que finalement entre investir avec risque de perte ou attendre un an que l'entreprise produise le matériel et l'acheter à ce moment-là, finalement, quand vous voyez l'écart de gain, il va être d'une dizaine d'euros maximum, de quelques dizaines d'euros maximum. Souvent, ils font des réductions de l'ordre de 20% quand même, enfin, il y a une petite différence. Mais enfin bon, ça fait beaucoup de risques pour un gain assez faible. Et donc là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que donc dans la campagne telle qu'elle était annoncée dès le début, ils parlaient de Selfish OS 2 parce qu'ils avaient déjà fait une version. Et ils annonçaient que c'était la première tablette qui allait tourner sous ce nouvel OS. Et donc, il y a des gens, on a retrouvé un petit peu ce qui s'était dit à l'époque, et eux annonçaient que chaque centime serait dépensé uniquement pour produire la tablette. Or, ce qui s'est passé en réalité, c'est que avec les 2,5 millions de dollars qu'ils ont récoltés, parce qu'on était 20 000 contributeurs, avec les 2,5 millions de dollars, en fait, ils ont financé principalement le développement du système d'exploitation, pour notamment nouer des partenariats avec une boîte indienne qui s'appelle Intex et qui va sortir prochainement un téléphone sous cet OS. Donc, ils vont l'annoncer d'ici un mois, il y a une sorte de salon qui va se passer à Madrid sur le téléphone. Et en parallèle, il y a un de leurs investisseurs qui est, parce que c'est comme une start-up, donc ils font des tours de table réguliers, il y a un de leurs investisseurs qui s'est désisté au dernier moment. Résultat, ils n'ont pas eu les fonds escomptés et donc au lieu de dire on va essayer de trouver d'autres partenariats, etc., ils ont purement et simplement arrêté donc le projet tablette. Alors je fais l'histoire courte parce que pour la petite histoire, la tablette devait sortir quand même en juin, ensuite ça a été retardé avec silence radio, en juillet ils disent ils ont un problème technique, après en août un autre problème technique, toujours sans communiquer de manière on va dire factuelle et surtout cordial avec leurs contributeurs, pour ensuite annoncer donc justement là en début janvier que tout le monde n'aurait pas la tablette et que donc les 2,5 millions de dollars avaient été tout le monde, c'est-à-dire que certains l'auront, d'autres pas. Oui, donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à produire un certain nombre de tablettes et ils en ont envoyé quelques-unes. Sachant qu'ils avaient aussi mis la tablette en précommande, cette fois en vraie précommande dès septembre,
et que quand vous faites une contribution via une plateforme, donc Kickstarter, Indiegogo, en général, vous ne payez pas la TVA, vous ne payez que la part qui est propre au produit. Et donc, ils ont même demandé à des contributeurs de payer la TVA, donc les 20% en plus si vous êtes en France, par exemple, sachant que ces personnes-là n'ont pas non plus reçu la tablette. Donc, il y a une centaine de personnes, peut-être 200, on ne sait pas, parce qu'ils ne communiquent pas, qui ont reçu leur tablette, et d'autres contributeurs qui n'ont rien reçu, et qui ont par contre bien payé la TVA, y compris les frais de port. Donc, et du coup, c'est la révolution. Alors, c'est là où c'est intéressant d'un point de vue humain, c'est que comme ces gens-là se prétendent contrer les méchants Apple, les méchants Google avec Android, eh bien, il y a forcément des gens qui les défendront bec et ongle, quoi qu'ils fassent. Donc, mais ça commence à grogner. C'est-à-dire que les gens ont été patients jusqu'au bout, mais la dernière annonce du mois de janvier, qui consiste à dire, vous n'aurez pas de tablette, mais on vous garde des surprises en réserve. C'est ce qui est écrit sur leur blog. Ne vous inquiétez pas, on vous garde des surprises en réserve, sachant que les gens, ça fait plus d'1 an qu'ils attendent. Le coût moyen d'une tablette, c'était $250. Donc, on imagine que c'est quand même des sommes non négligeables pour la plupart des gens. Sachant qu'ils vendaient aussi les produits dérivés. Donc, il y avait des gens qui ont aussi acheté des étuis de protection pour la tablette qu'ils ont reçus, mais qui ne servent à rien parce que ils recevront jamais la tablette. Et qu'en parallèle, en fait, ce que les gens ont découvert, c'est que la tablette avait bien été produite, mais comme ils n'avaient plus d'argent pour racheter ces tablettes aux fournisseurs, le fournisseur est en train de les revendre via des plateformes chinoises sur le marché. Donc du coup, et là, on est en plein dans le problème du crowdfunding, c'est que juridiquement, moi comme je disais, le risque, j'étais au courant. Ça me dérange pas, on finance, on sait ce que c'est, il y a un risque, pas de problème. Par contre, là où il y a un problème, c'est que l'argent a été utilisé à d'autres fins que celui de faire la tablette, vu que ils ont publié leurs chiffres, ils ont bien montré que l'argent avait été utilisé pour justement développer le système d'exploitation et non pas pour faire la tablette. S'ils en ont construit quelques-unes, c'est qu'ils l'ont fait la tablette quand même. Ils en ont fait une partie, mais en fait ils escomptaient avoir cette deuxième levée de fonds pour financer. En fait, le crowdfunding leur a servi de fonds de roulement par rapport à des investissements qu'ils attendaient. Donc ils ont fait un pari. Ils se sont dit, il nous manque tant de millions pour financer. Ils ont fait du crowdfunding. Et en se disant, dans 6 mois, notre investisseur va arriver. L'investisseur n'est pas arrivé. Et donc, ceux qui payent, c'est ceux qui ont fait du crowdfunding. Parce que juridiquement, il n'y a aucun recours. Même si vous avez payé par PayPal, de toute façon, ça fait plus de 3 mois. Donc, PayPal dit, moi, je veux rien entendre. Indiegogo, quand on leur écrit, ils disent, ah oui, effectivement, ils ont violé les termes du contrat. Mais nous, c'est fini notre boulot, donc démerdez-vous avec Jola. Et quand on leur écrit, eux, ils répondent pas. Il reste la loi. La loi soit de son pays, de pays des contributeurs oui, ou du pays mais comme on vit dans un endroit merveilleux où les class actions n'existent pas, qui va engager un avocat pour récupérer 250 €? Pas grand monde. Le problème, il est là. C'est que aller chercher un avocat pour attaquer une boîte finlandaise dont le PDG est à Hong Kong pour récupérer $250. Donc le seul moyen, en tout cas, qui moi me reste, et qui commence à marcher, c'est aller sur Twitter et faire du bruit, à utiliser tous les hashtags, Jola, Jola Tablette, Selfish OS, I support Jola, à m'adresser à Intex, qui profite justement des 2,5 millions de $, vu qu'ils arrivent à sortir un téléphone sur le marché européen grâce à mon argent. Donc leur demander officiellement une position publique, et qui me répondent donc tous les jours, et de plus en plus de gens commencent à faire ça. Et il y aura que de cette manière qu'on obtiendra réparation. Alors, quand je parle de réparation, je parle même pas de réparation financière. Tout ce qu'on attend, c'est juste un message qui nous prenne pas de haut. Pour donner le niveau, le CEO, quand il a vu que les gens s'offusquaient que notre argent avait été utilisé pour développer le système d'exploitation, sa réponse était de dire « Mais votre question n'a aucun sens. Nous, notre job, c'est de faire du système d'exploitation. La tablette n'était qu'un plus. » Or, la présentation sur la campagne de financement était exactement l'inverse. C'était « On veut vous mettre une tablette entre les mains. » Une tablette, certes, sous ce système d'exploitation, mais avant tout, un matériel. Et j'aimerais. Pour moi, le vrai problème, c'est que là, en fait, on a un système purement commercial où les gens, finalement, ils ont acheté un produit. Moi, j'ai contribué à pas mal à plusieurs financements.
Et à chaque fois, c'est soit du logiciel libre, soit de l'open hardware, soit des œuvres libres. Il y avait un film qui avait été fait par des employés de Creative Commons, une caméra de cinéma open hardware, la première caméra de cinéma open hardware, l'Apertus Axiom, des choses comme ça, où j'ai participé. Et pour moi, là, j'attends quelque chose plus que... Alors, ça peut louper, hein, ça peut tout... Justement, à la limite que ce soit un échec, j'accepte la chose. Par contre, effectivement, justement, à la base, je pense qu'en fait, ça c'est un problème avec le financement participatif à l'heure actuelle. Ça a été totalement repris par les entreprises dans un but purement mercantile, et les gens, ils se mettent juste à participer à du financement participatif pour avoir des objets moins chers, pour avoir le dernier gadget super cool. Il faut bien penser qu'un vrai investisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui a celui notamment qui les a plantés, etc. Quand il met son argent quelque part, il demande des garanties, et deux, il demande des retours sur investissement, c'est-à-dire qu'il va récupérer plus que ce qu'il a donné. Et aujourd'hui, dans le financement participatif, le public quand même se fait vachement avoir, quoi. Alors peut-être un mot sinon sur l'Oculus Rift, parce qu'il va sortir là bientôt, très prochainement. Il a été annoncé. Donc pour mémoire, l'Oculus Rift, c'est ce casque de réalité virtuelle qui avait été lancé par une sorte de pseudo petit génie jeune, etc. Il avait réussi à lever pas mal d'argent, et notamment parmi les bons contributeurs, il y a également un type qui est pas à plaindre, qui est le créateur de Minecraft, le jeu vidéo. Il avait mis de l'argent dedans, une petite somme par rapport à sa fortune, mais de l'ordre de $10,000 ou quelque chose comme ça. Et l'Oculus Rift, le projet était, on va faire ce truc-là et vous aurez un kit de développement. Et il a tenu parole. Donc là, on est dans un cadre où il a été effectivement jusqu'au bout. Donc il a bien livré le matos. En revanche, Facebook est arrivé et a dit tiens, prends ces 2 milliards, on te rachète. Et lui, il a dit ok, d'accord. Et effectivement, tous les gens qui avaient contribué là-dessus l'ont eu super mauvaise en disant nous, on investit pour avoir quelque chose qu'on pourrait s'approprier. Et on imagine bien effectivement l'intérêt du casque de réalité virtuelle dans un jeu comme Minecraft, etc. Et ils l'ont eu super mauvaise en se disant on s'est fait avoir. Mais en même temps, ils ont été un peu cons, quoi. Ils ont acheté un kit de développement. Ils ont eu un kit de développement, même si c'est une grosse impasse. Et donc, ce qui est assez rigolo, c'est que maintenant, ils sortent l'Oculus Rift à quelque chose comme $700 et même plus cher en Europe. Et alors qu'ils avaient dit que si ça dépassait les $400, ils n'existeraient pas, quoi, parce que c'est trop cher. Les chiffres vont sûrement varier encore, c'est les annonces, pour l'instant, mais effectivement. Oui, mais ils ont pas mal reculé quand t'annonces un prix aussi élevé, voilà. Et d'ailleurs, le créateur du jeu, je finis là-dessus, a une petite phrase assassine, a dit ouais, super, c'est dommage que j'ai pas les moyens de me le payer. Donc juste pour souligner le fait que c'était super cher, je trouvais ça assez marrant. Alors moi je rajouterais une petite chose, c'est qu'il me semble que les investisseurs dans les startups et les choses comme ça, ils mélangent et ils partent sur pas mal de choix, pas mal d'entreprises en même temps. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier parce qu'en gros, 9 startups, je parle vraiment des startups sur 10, ne donnent pas quoi que ce soit. Il n'y a pas d'argent au bout et il y en a une sur 10 qui arrive à fonctionner et une sur 100 qui vraiment explose et qui donne éventuellement ce qu'on appelle des licornes, des grosses entreprises qui valent plus d'1 milliard $. Donc c'est assez rare et c'est de toute manière très risqué. J'ai peur que quand on investisse là-dedans, il y a un côté on investit à fond perdu. Mais pour moi, une fois de plus, le risque n'était pas gênant. Enfin, toute personne qui investit dans du financement participatif doit avoir cette notion de risque. Pour moi, elle n'est pas gênante. Là où c'est gênant, c'est quand l'entreprise en face, d'une part, ne communique pas, et d'autre part, communique de manière malhonnête, en disant, nous, on est les gentils, nous, ce qu'on fait, c'est bien, ce qui nous arrive, c'est pas de notre faute, mais au bout du bout, vous aurez pas votre truc. Et en fait, c'est là où c'est gênant, comme c'est déjà le cas sur d'autres financements participatifs dans des jeux vidéo où des gens ont donné pareil des millions et finalement les gens ont tout rien à voir au bout. Jean, tout à l'heure tu parlais du fait que tu donnais ton argent sur des trucs libres. Et effectivement, moi c'est une chose que je trouve super intéressante, c'est qu'effectivement le risque est là. Un entrepreneur, enfin un financeur, un investisseur va accepter du risque pour avoir une rétribution et donc demander du libre, c'est finalement se donner une garantie en disant ça se plantera peut-être, mais on aura au moins toujours un petit quelque chose. Voilà, exactement. Ouais. Tu parlais de retour sur investissement et pour moi justement avec du libre, c'est le retour sur investissement. Oui, c'est le retour sur investissement de quelqu'un qui est pas là pour faire fortune, mais qui veut que ça avance, quoi. Très bien. David, merci de ton retour. Voilà, on t'encourage à continuer à les pourrir sur Twitter et partout.